Salut Alex! Salut Bert! Comment ça va? Ça va super et toi? Bah je suis trop excité. Bah ouais, ça y est, c'est le premier épisode de la première saison de Café Vadrouille. Yes. On est dans les starting blocks, on est excité comme deux patates. Et là, pour le premier épisode, on est en Camargue! Vous avez vu ça? Est-ce que c'est pas déjà trop beau derrière nous? Mais on est où en Camargue? Alors aujourd'hui, le programme, c'est de visiter les Saintes Maries de la Mer. Les Saintes Maries de la Mer, ouais. Il y en a plusieurs, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ok. On va aller se balader dans les ruelles pour s'approcher de l'église, qui est le monument phare du village. Ouais. Ensuite, on va se rapprocher de la mer pour aller voir le port et les arènes. Parce que ça c'est pas la mer déjà. Non, c'est juste un étang. D'accord. Et pour la deuxième partie de l'épisode, on va rencontrer des manadiers. Des quoi? Des manadiers, c'est des éleveurs de taureaux et de chevaux camarguais. Ouais. Et ensuite, il y aura la partie défi. Alors par contre, moi je m'approche pas des taureaux, c'est mort. Hein. Ouais, on verra ça. Bon, est-ce que t'es prêt? Bah, ça dépend. Allez, on prend un petit café. Et on part en vadrouille. Alors pourquoi est-ce que c'est les Saintes Maries de la Mer? Moi je connais la Sainte Marie, mais les Saintes Maries. Et bien tout simplement parce que là, on parle pas de la Vierge Marie, donc la mère du Christ. D'accord. Enfin, on parle de trois autres Maries. La Ouais. première, c'est Marie Jacobée, qui est la sœur de la Vierge Marie. D'accord. Ensuite, Marie Salomé, qui est la mère des apôtres Jacques et Jean. Et la Ouais. troisième, c'est Marie de Magdala, aussi connue sous le nom de Marie-Madeleine. Ouais, celle-là je connais. Voilà. En général, on la connaît et c'est celle qui, selon les termes de la Bible, celle que Jésus aurait guérie de ses péchés Ouais. et qui, de par son amour, aurait accompagné Jésus jusqu'au bout, jusqu'au moment de la crucifixion. D'accord. Et donc la légende veut que ces trois femmes, accompagnées de leurs servantes Marthe et Sarah, Ouais. aient été jetées dans un bateau sur la Méditerranée sans voile ni rame par les Juifs de Palestine. Au gré des flots, elles sont arrivées ici sur les berges de Provence et auraient célébré la première messe chrétienne de Gaulle, ici au Sainte-Marie de la Mer. Et alors cette fameuse Marie-Madeleine, c'est celle que certains présentent comme la femme de Jésus? Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Marie-Madeleine a été très rapidement écartée du culte des Saintes Maries ici dans ce village, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne célèbre plus que Marie Jacobée et Marie Salomé. Alors- Ici, le jamais 203, ils font pas quoi. Non. En tout cas, Marie-Madeleine a été écartée pour une raison que j'ignore, mais effectivement, ça reste un personnage assez complexe et controversé quand on étudie voilà, Ouais. le christianisme. Et donc au tout début, l'évangile, selon Luc, la définit comme la femme que Jésus aurait délivrée de 7 démons. Ouais. Donc tu te doutes que si elle avait 7 démons, c'était forcément en lien avec le plaisir de la chair. Sûrement au moins un. Oui, d'ailleurs, c'est elle qu'on appelait la femme pécheresse. Alors oui, mais elle incarne aussi la pénitence, c'est un symbole de pénitence, et d'ailleurs c'est devenu une des disciples du Christ les plus importantes, Ouais. juste après la Vierge Marie en fait. D'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment récemment, à partir du XXe siècle, que certains spécialistes et historiens replacent Marie-Madeleine comme une potentielle épouse spirituelle, voire une épouse charnelle du Christ. Et ça fait un peu grincer des dents le Vatican, parce que considérer que le Christ aurait pu être marié, ça fait de lui un homme lambda, un homme comme les autres, et évidemment ça plaît pas trop. Vous ajoutez là-dessus des théories du complot, des conspirations un petit peu scabreuses, un best-seller, C'est le David Cecot, ça? exactement, le Da Vinci Code de Dan Brown, et vous transformez une disciple du Christ en véritable pop star biblique de manière assez récente. Voilà. En admirant ces lieux, on se met dans les pas des nombreux vadrouilleurs qui, depuis des siècles, traversent la Camargue pour découvrir le coin. De nos jours, on voit l'importance du tourisme pour la ville à travers les nombreuses boutiques au détour des rues. Et pourtant, loin d'être un Disneyland touristique, on sent avant tout une forte personnalité dans les regards des habitants et sur les murs de chaux des maisons. Alors là, on arrive au cœur du village. Ouais, exactement. En fait, ce qui est ouf, c'est que l'église des Saintes Maries, elle est construite sur une résurgence naturelle d'eau, une espèce de source, comme un puits. Et ce n'est qu'au VIe siècle que l'évêque d'Arles décide de faire construire une église à cet endroit. Et on sait qu'avant, exactement au même endroit, il y avait déjà un temple romain dédié au culte de Diane, puis ensuite au culte de Mitra. Mitra? C'est qui Mitra? Mitra, ouais, c'est une figure religieuse hyper intéressante. En fait, c'est un culte qui a été
qui s'est développée 2000 ans avant Jésus-Christ, mais qui a vraiment connu énormément de succès pendant l'Empire romain, donc au 1er, 2e, 3e siècle, notamment auprès des centurions, des légionnaires, mais aussi des affranchis et des esclaves. Mais pour revenir à nos moutons, ce dont on est sûr, c'est que le lieu de culte chrétien est venu se juxtaposer sur ce lieu de culte qui existait déjà au temps de Mithra. Et qui lui-même s'était juxtaposé à celui des Diadianes. Exactement. D'accord. Et alors, au-delà du lieu de culte, cette église, elle est vraiment particulière parce qu'elle a un rôle militaire défensif. C'est tout simplement un château fort. On le voit, il y a très peu d'ornementation, elle est assez simple au niveau de la décoration. C'est une nef toute droite qui est d'une hauteur à peu près de 15 mètres et qui est entourée par des remparts avec des créneaux en hauteur et également orientée vers le bas, ce qu'on appelle des machicoulis. Ce sont des trous qui permettent de jeter des pierres entre nos pieds quand on est en haut sur les assaillants qui nous attaquent. En fait, c'est pour ça que tu as choisi les Saintes Maries de la Mer. Oui, c'est parce que c'est un vrai l'église. château fort, c'est trop bien. Donc les Saintes Maries sont très réputées pour les fêtes gitanes qui ont lieu principalement au mois de mai et qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Alors on a souvent en tête des images de procession de cette Vierge Noire qu'on emmène jusqu'à la mer pour lui tremper les pieds. Alors encore une fois, ce n'est pas la Vierge Marie, mais c'est la servante Sarah au visage brun et qui accompagnait les Saintes Maries dans la barque. Et donc les gitans s'associent au culte de Sarah à travers cette ressemblance dans la couleur de peau. Et selon le culte gitan, Sarah viendrait comme eux d'Europe de l'Est. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces processions gitanes, elles existent depuis au moins 2 siècles, mais elles ont été officialisées uniquement en 1936, donc c'est relativement récent. Ah ouais. Ouais. Il y a environ entre 20 000 et 30 000 personnes qui viennent principalement au mois de mai. Alors la plus grosse procession, c'est au mois de mai, les 24 et 25 mai de chaque année. Mais il y a aussi une autre procession au mois de novembre, mais qui est un peu moins importante. Ça, il y a 2000 habitants à l'année et pour les processions, il y a plus de 30 000 personnes qui viennent aux Saintes-Maries, qu'ils soient gitans ou pas d'ailleurs. Alex, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu la mer. Eh ben allez, c'est parti, on y va! À partir de la fin du 19e siècle et surtout pendant le 20e siècle, il y a de nombreux artistes et écrivains qui sont venus visiter les Saintes-Maries et y vivre quelque temps en quête d'inspiration, notamment Hemingway dans les années 20. D'accord. Il est venu ici, puis dans les années 50, il y avait Picasso et Breyer également. Ouais. Voilà. Dans les années 70, il y a Bob Dylan qui est venu. Mais non. Ouais, je te jure. T'as dû être fou quand t'as appris ça. Ouais, j'étais trop content. Il est venu en mai 1975 parce qu'il était en train de faire un road trip dans le sud de la France. Et c'était au moment où il était en train de se séparer de sa femme Sarah. Tu rigoles. Je te jure. C'est pour ça qu'il est venu? Ouais, exactement, parce qu'il a appris qu'il y avait le culte de Sainte Sarah ici. Et donc il est venu assister à la procession gitane fin mai 1975. Il a même rencontré Manitas de Plata, il y a des photos et tout. Le flamenco? Exactement. J'adore. Il y a des photos de tout ça sur internet. L'âme d'un poète, l'œil d'un peintre, le caractère d'un périgourdin. Il se fout très bien de ma gueule. Mais non Alex, j'oserais jamais. Voilà la mer Méditerranée. Les paysages du littoral camarguais sont à couper le souffle. Ce matin-là, une brise légère caresse le sable et nous sommes comme hypnotisés devant tant de beauté. Enfin, voici le port des Saintes Maries de la Mer, le port gardien du nom de ces cavaliers camarguais, éleveurs de chevaux et de taureaux. Ici, les bateaux de plaisance côtoient ceux des pêcheurs et donnent à ce petit port un charme unique et coloré. Mais qu'est-ce que c'est beau, Alex! Quelle lumière ici! C'est ouf cette mer! Ouais. C'est marrant que tu parles de la lumière parce que s'il y a bien un peintre qui est obsédé par la lumière, c'est Van Gogh. Et il est venu ici, Van Gogh, en 88. Aux Saintes-Maries? Ouais. En fait, le voyage de sa vie à Van Gogh, ça a été de partir de la Hollande pour venir vers le sud, et notamment en France, dans cette quête de lumière. Justement, quand on voit ses premiers tableaux en Hollande, ils sont tous ternes et sombres, alors que quand il arrive en France, les couleurs explosent de partout. Dans un premier temps, il s'installe à Paris, puis ensuite il vient à Arles. Et c'est ici, aux Saintes-Maries, qu'en 1888, il voit la mer Méditerranée pour la première fois. Mais non! Et là, il explose de bonheur. Et d'ailleurs, ça se ressent dans ses tableaux. Quand on voit les nuits étoilées, les tournesols, etc., on voit que la lumière explose partout. Et j'aime bien penser que si ces tableaux sont aussi beaux et aussi connus aujourd'hui, c'est en partie grâce aux Saintes-Maries. Eh ben, c'est magnifique. On a trop de chance d'être là. J'espère que vous en profitez aussi. C'est quoi ce bâtiment Celui-là,
Rouge et blanc, ouais. C'est les Bien arènes des Saintes-Maries. Les arènes. Ouais, Il y a des arènes. ouais, exactement. À l'intérieur, bon, il y a des corridas, mais il y a Ouais. aussi des courses camarguaises. Donc là, il n'y a pas les de. fameuses courses Ouais, camarguaises. exactement. Et on va aller voir, on va aller rencontrer Karine et Jean-Claude, qui sont des éleveurs de taureaux camarguais, notamment pour la course. C'est eux les manadiers dont tu Ouais, parlais. exactement, les manadiers. T'es prêt, on y va? Mais je te dis, hein, moi je m'approche pas des taureaux. Ah. La Camargue est une terre sauvage où cohabite toute une faune au caractère bien trempé. Partout ici, on retrouve les traces de cette culture équestre et taurine. La course camarguaise est avant tout un spectacle populaire où de jeunes locaux, les raseteurs, viennent mesurer leur audace face à de jeunes taureaux élevés au statut de vedette. Ici, pas de mise à mort ni d'effusion du sang. Les jeunes camarguais se disputent des trophées accrochés aux cornes du taureau et rivalisent d'adresse et de souplesse, surtout à l'approche de la barricade. Nous retrouvons Alex en compagnie de Karine de la Manade Saint-Louis, une propriété magnifique au cœur de la Camargue, où avec son mari Jean-Claude, ils élèvent taureaux et chevaux dans des paysages féeriques. Et alors, Karine, il y a combien de manades comme la vôtre en Camargue? Alors on est il y a une centaine de manades, plus ou moins. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des manades qui sont donc dans le Gard, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Donc la Camargue qui fait 150 000 hectares. Donc vous voyez que ça fait quand même D'accord, il y a pas du mal de bon monde. monde. Ouais. Ok. Voilà. Et donc là, ce sont des taureaux uniquement pour la course camarguaise, c'est ça? Voilà, ceux-là, ils sont dédiés à la course camarguaise. Donc les taureaux à l'âge de 3 ans, ils vont aller courir dans les arènes et c'est là où on va les tester. D'accord. Et donc la différence entre la corrida et la course camarguaise? Alors la différence, c'est que les taureaux espagnols, déjà, qui sont les taureaux de corrida, sont vraiment différents. Ils font 600 à 650 kg, les taureaux espagnols, Ouais. avec les cornes à l'horizontale. Et nous, nos taureaux, à l'âge adulte, ils font 400 à 450 kg. Donc Ouais. les taureaux que vous élevez ne sont pas du tout faits pour la mise à mort dans l'arène. C'est ça, non, Ok. nous, c'est vraiment un jeu entre le taureau et les raseteurs. Et donc après, vous faites aussi des, enfin, Alors tu voilà, fais aussi alors des moi, visites de la manade. Alors en vrai, moi, je fais les visites privatives en 4x4. Ouais. Donc au début, j'avais fait ça pour les photographes, parce qu'on venait très tôt le matin ou le soir au coucher du soleil ici. Ouais, pour faire la des golden magnifiques hour, photos. ouais. Et puis je me suis dit, un jour les photographes m'ont dit on peut emmener notre famille, tu peux nous faire une visite. Puis je dis tiens, pourquoi pas le développer. Puis moi ça me plaît en plus de partager avec Ouais. les gens. Gitan, Gitan, celui qui a les grandes cornes qui marche là. Alors ça c'est des taureaux donc, qui ont déjà de l'expérience, maintenant ils iront plus courir dans l'arène. Hein. Le taureau c'est celui qui représente le plus la Camargue, après avec le cheval blanc, les flamants roses et puis les moustiques aussi, faut pas les oublier. J'étais à l'œil toi hein. Alors lui Anatole on risque rien, mais regardez comme il est beau lui. Ouais. Donc, alors les trous, vous voyez, ça c'est eux qui creusent, qui s'envoient du sable sur le dos pour se protéger des insectes. D'accord. Ou, alors il y a plusieurs significations, parce que quand ils sont énervés, c'est pareil, hein, ils grattent, genre t'as vu, je vais m'énerver, je suis énervé. Vous voyez, il est gentil lui, parce qu'il aurait pu éventuellement. Par contre, je ne m'amuserais pas à faire ça avec Mbappé. Là, il y a Gitan avec les grandes cornes qui est en contrebas, Ouais. et Mbappé qui est juste au-dessus. là. Mbappé, d'accord. Et lui, il est vraiment, regardez sa tête. Hein. Ouais. Je peux vous dire, s'il commence à tourner vers nous, il faut vite qu'on parte. Parce qu'on va vite l'énerver. Ah, c'est chouette. Vraiment, merci pour cette découverte. Ah bah de rien. Puis allez, on va appeler le chef et on va lui dire qu'on part des Saintes. Oui, on part des Saintes. Eh bien, allez, hein. Et bien voilà, on est arrivé au Mas. Donc on va rencontrer ton mari, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors c'est Jean-Claude ou Cancan. D'accord. Qui est en train de sceller les chevaux. Scellé. Ah pourquoi t'as scellé les chevaux? Eh bien, allez, hein. Tu et moi, on va change-toi et on va préparer quelques taureaux. Ah bah non, bah du coup Bertrand va y aller à ma place. Eh bien, allez, Eh Bertrand. ben si. alors. Moi je me suis fait opérer de l'épaule il n'y a pas longtemps, Bertrand il va se faire un plaisir d'accompagner mon mari. Ça, c'est ma tête quand je comprends que mon défi, c'est de monter à cheval dans un champ au milieu des taureaux. Du côté Comment il s'appelle? gauche. Alors, flamenco. Flamenco. Allez, alors tu vas mettre ton pied dans l'étrier et surtout tu pousses fort, hein. Allez, Hop là. là, doucement. Je
vais te ressangler un peu. Alex. Alors, quand j'étais petit, toutes les vacances chez mes grands-parents, on regardait Crin Blanc. Alors là, c'est pas un défi, c'est quasi, Ah ben là, ça y est, hein. c'est Tu y es quasi dessus, un hein, rêve de sur ta barre, gosse. hein. Allez, on va par là, hein. Allez, tu me suis. Et On va au pas. Allez, la main. Allez. C'est pas, on va voir les taureaux ou- Allez, on y va, hein, pardi. Non mais c'est une question, on va voir les taureaux. On va les voir, on va essayer de faire quelque chose aussi. Hein. Eh bien, parfait. On se tient droit, hein, toujours. Fier à cheval. Oh, impeccable. Allez, viens, on va un peu au milieu du pré. Alors il paraît que c'est une histoire de famille cette manade. Eh oui, nous maintenant, ça fait 3 générations là qu'on élève donc des taureaux de race camarguaise. Vous savez, ces élevages se transmettent de père en fils. Hein. Ouais. Donc toi t'es la 3e génération. La seconde et ma 3e, ce sera mon neveu Benjamin. Ouais. Lui, ça, il a 20 ans maintenant et ça y est, il finit pratiquement les études, il continue encore un peu, mais il est bien dans le bain, quoi. Hein. C'est lui qui... On lui prépare tout. Qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir pour devenir manadier? Déjà, beaucoup de patience. Ouais. De la patience parce que les bêtes, ben, toujours, on les manipule calmement. Et puis pour obtenir ces taureaux qu'on appelle des cocardiers, eh bien, on ne les obtient pas du jour au lendemain. Eh bien, il faut de la patience, il faut en faire courir, en essayer, faire de la sélection. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et bien, on recommence. Et puis après, petit à petit, eh bien, on arrive à obtenir quelques bons taureaux. Voilà. Vous faites un beau métier quand même, hein? Ah, c'est un métier, c'est avant tout une passion. Oui. Il faut être passionné. Hein. Ah. Et bien sûr, de notre passion, eh bien, on en fait notre métier. C'est, je pense, un privilège. Hein. Et alors qu'est-ce qui fait un bon taureau? Un bon taureau, c'est un taureau lorsqu'il va être dans les arènes, et bien, qui va bien défendre les attributs qu'on lui aura posés sur les cornes, la cocarde, les ficelles. C'est sa façon de se placer dans l'arène, sa façon de gérer sa course, de se déplacer. Lorsque les raseteurs commencent à faire des rasés à droite et à gauche, et bien, à un moment donné, il faut que le taureau se déplace. Il saute aussi derrière les raseteurs. Tout ça fait les qualités d'un bon taureau. Alors ces taureaux, pour obtenir ces cocardiers, on ne les obtient pas en les dressant. Nos taureaux, ils ne sont pas dressés en Camargue. On les obtient en faisant de la sélection. On sélectionne des bonnes vaches. Sur ces bonnes vaches, eh bien, on va mettre le meilleur étalon que l'on pense. Et après, avec cette sélection-là, eh bien, on essaie de faire des cocardiers. Voilà, alors vous en voyez quelques-uns là, jeunes taureaux, des taureaux jeunes. Et il y a des anoubles aussi. Vous voyez, les anoubles, ce sont les tout petits qui ont été marqués l'an dernier, en fin d'année, lorsqu'on les a sevrés. C'est des petits mâles, on les a marqués au fer rouge à l'emblème de la manade. Alors là, on va aller contourner les taureaux. Voilà, et de façon qu'ils repartent au fond du pré. Voilà. Tu vois les petits. Voilà, tu vois, ils sont bons. Ça y est, ils ont compris. Ça y est, ils ont compris. Voilà, tu vois, tu passes derrière, ils sont bons. Bon, ben moi je crois que j'ai réussi mon défi. Merci beaucoup Jean-Claude. Eh bien, allez, hein. Monter à cheval avec des taureaux Avec les dans taureaux. une manade en Camargue. Et ben Parfait. merci Alex pour le défi. Et merci à toi Jean-Claude de Eh bien, m'avoir avec amené. plaisir, c'était avec plaisir. Et merci à toi Flamenco. Alors, Wouhou cheval. Défi réussi mon pote. Tiens ton café. Merci beaucoup. C'était incroyable. Ça s'est bien passé? Bah écoute, je crois, en tout cas, j'ai survécu. En tout cas, il y a des images magnifiques. C'est vrai, ça rend bien? Ouais, ça va être trop bien. Bah franchement, je te remercie beaucoup pour avoir pensé à ce défi. Merci beaucoup aussi à Jean-Claude et Karine de la manade Saint-Louis Ouais. et à toute la famille Gros. Ils nous ont accueillis ici chez eux où on va finir cette belle journée en Camargue. Ouais, on a été accueillis comme des rois. Vraiment, merci beaucoup à eux. On a fait un programme plutôt pas mal pour ce premier épisode de la première saison. J'espère. On a hâte de vous retrouver pour un deuxième épisode dans 2 semaines qui va aussi se passer dans le sud de la France, mais un sud un petit peu différent. Un peu plus à l'ouest. Et c'est pas le Portugal. Non, franchement, j'ai été trop emballé de découvrir les Saintes Maries de la Mer grâce à toi. Ouais, c'était chouette. D'apprendre qu'il y avait plusieurs Saintes Maries déjà. Et puis de découvrir ce joli village vraiment au bord de la Méditerranée. Et puis la Camargue,
comme départ de cette saison 1, c'est quand même assez tape génial. haut dès le début quoi. Ouais. Bon, on va finir cette journée presque à l'ombre de cet olivier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne, c'est super important pour nous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. On répond à tous les commentaires. Ouais. Sans vous, on n'est absolument rien. Et d'ailleurs, on voudrait aussi passer un grand remerciement à vous tous qui nous avez aidés à lancer cette première saison. Donc chose promise, chose due. Et donc aujourd'hui, on voudrait remercier Jean-Baptiste de Versegol, Pauline Dallemand, Louise Corlosquet, Justine Vassogne, Guillaume et Marianne Beauvalet, Francesca Magnani, Philippe Mesturou François Monteil et François Dallemand. et Axel David. Un grand merci à vous tous. On remerciera les autres donateurs dans les prochaines vidéos, la prochaine dans 2 semaines. Allez, Un petit café, et on part en vadrouille. à la tienne.